Alors, essayons d'imaginer un instant. Un monde informatique sans la moindre icône. Pas de souris, pas de fenêtre, rien. Juste un écran noir, un petit curseur qui clignote et du texte. Ça paraît fou, ben. Et pourtant, c'était la réalité pour des millions et des millions de gens. Allez, on va faire un petit voyage dans le temps pour comprendre comment tout ça a commencé, bien avant qu'on ne puisse même rêver de cliquer sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est simple, non? On pointe, on clique, on fait glisser, tout est visuel. Mais avant ça, eh bien, il y avait l'interface en ligne de commande. Alors la question, elle est toute simple. Comment on faisait pour dire à un ordinateur quoi faire si on ne pouvait pas cliquer? La réponse, c'est qu'on ne lui montrait pas, on lui parlait. On lui tapait des ordres, dans un langage bien à lui. Alors, voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on se demandera ce qu'il y avait avant les clics. Ensuite, on plongera au cœur du moteur DOS. On verra aussi le langage des commandes, comment on organisait les fichiers. On jettera un œil à quelques commandes essentielles. Et enfin, on parlera du fantôme dans la machine, son héritage. Allez, c'est parti. On commence par le commencement. On est au tout début des années 80. L'ordinateur personnel, c'est la nouvelle grande révolution qui se prépare. Mais pour que ça marche, cette machine a besoin d'un cerveau, d'un système d'exploitation pour faire le chef d'orchestre. Et ce cerveau, eh bien, c'était MS-DOS, pour Microsoft Disk Operating System. On est en 1981 et c'est une toute jeune entreprise Microsoft qui est derrière tout ça. Et ça va très vite devenir le standard. Le truc, c'est qu'il était monotâche et mono-utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Une seule tâche à la fois, pour une seule personne à la fois. Bon, aujourd'hui, ça nous ferait un peu sourire, c'est sûr, mais il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, un ordinateur, c'était un truc hyper complexe pour spécialistes. Alors ça, c'était juste révolutionnaire. D'accord, mais concrètement, comment ça marchait? Comment est-ce que les quelques mots qu'on tapait au clavier pouvaient se transformer en une action là sur l'écran? Pour le comprendre, il va falloir soulever le capot et jeter un œil à la mécanique interne de DOS. En fait, tout reposait sur une architecture en plusieurs couches. C'est un peu comme des poupées russes. Tout au fond, on a le matériel, le physique. Juste au-dessus, on trouve le BIOS. C'est le tout premier programme qui se lance au démarrage. Il fait le lien. Ensuite, on a le cœur du réacteur, le noyau DOS. C'est lui qui gère tout. Et tout en haut, la couche avec laquelle on dialogue, c'est l'interpréteur de commande. Et ce qui est génial, c'est que chaque couche ne communique qu'avec sa voisine du dessus et du dessous. C'est super bien organisé. Et ce qui est super intéressant là-dedans, c'est vraiment la répartition des rôles. On a d'un côté le noyau, lui c'est un peu le grand patron en coulisses, il gère tout, il parle directement au matériel. Et de l'autre côté, on a l'interpréteur de commande. Lui, son boulot, c'est d'être le traducteur. Il écoute ce qu'on tape et il le transmet en langage machine au noyau. Et ce traducteur, il a un nom célèbre, commande.com. Bon, si command.com est notre traducteur, ça veut dire qu'il faut lui parler dans une langue qu'il est capable de comprendre. Et cette langue, c'est justement le langage des commandes. Il a sa propre grammaire, son propre vocabulaire, tout comme une vraie langue. Et la syntaxe de base de cette langue, elle est là. C'est finalement assez simple et très logique. Ça ressemble presque à une phrase qu'on construirait nous-mêmes. On a d'abord le verbe, l'action à faire, c'est la commande. Ensuite, on a le sujet, la chose sur laquelle on veut agir, c'est le paramètre. Et enfin, on peut ajouter des adjectifs pour donner des précisions. Ce sont les options. Voilà, c'était la base de quasiment toutes les conversations avec l'ordinateur. Alors attention, il faut savoir qu'il y avait deux sortes de commandes. D'un côté, les commandes internes. Imaginez qu'elles sont directement intégrées à la ceinture à outils de commande.com. Elles sont toujours là, toujours prêtes. Et de l'autre, les commandes externes. Celles-là, c'était des petits programmes à part stockés sur le disque. Il fallait que le système aille les chercher pour les lancer. Et cette différence, elle était super importante à l'époque parce que ça changeait tout en termes de vitesse d'exécution. Ok, on a vu comment parler à la machine. Mais une des tâches principales d'un système d'exploitation, c'est de gérer des fichiers. Alors, comment MS-DOS s'y prenait pour organiser nos documents, nos programmes, bref, tout notre bazar numérique? Et là, on arrive à l'une des caractéristiques les plus mythiques de DOS, la fameuse règle du 8.3. 8 caractères pour le nom du fichier, 1 point, 3 caractères pour son extension, et c'est tout, pas un de plus. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement dingue comme contrainte, mais c'était une nécessité technique à cause des limites de l'époque. Et franchement, ça a forcé toute une génération à devenir super créative et concise pour nommer ses fichiers. Et pour retrouver un fichier dans cette arborescence, il fallait lui indiquer son chemin d'accès. Et pour ça, il y avait deux méthodes. Le chemin absolu, c'est un peu comme donner l'adresse postale complète de quelqu'un. On part de la racine du disque, le fameux C de point, slash, et on déroule tout. Et puis il y a le chemin relatif. Là, c'est plus comme dire c'est la maison juste à côté. On donne juste le chemin à partir de l'endroit où on se trouve déjà. Comprendre la différence entre les deux, c'était la base pour s'y retrouver. Maintenant qu'on a les bases de l'organisation, jetons un œil à quelques commandes, celles que tout le monde utilisait tous les jours. C'était vraiment la boîte à outils de base.
Alors, on avait dir, tout simplement pour dire ce qu'il y a autour, pour lister les fichiers, cd pour change directory, histoire de se déplacer d'un dossier à un autre, copy et del, bon là c'est assez transparent, pour copier et pour effacer des fichiers, des actions de base mais vitales. Et puis cls pour clear screen, quand l'écran devenait un vrai champ de bataille de texte, hop, un coup de cls et tout était propre. Franchement, rien avec ces 5-là, on pouvait déjà faire énormément de choses. Bon, on pourrait se dire que tout ça, c'est de l'histoire ancienne, que MS-DOS a été balayé par les interfaces graphiques. Mais en réalité, son esprit est toujours là. C'est un peu le fantôme dans nos machines. Et c'est ça le point le plus important. L'idée de parler à un ordinateur avec des lignes de texte, elle n'a jamais disparu. Elle s'est juste cachée, elle est passée sous la surface des fenêtres et des icônes. Aujourd'hui, n'importe quel développeur, n'importe quel administrateur système passe ses journées dans un terminal. Que ce soit le PowerShell sous Windows, le terminal sur Mac ou la console sous Linux, ce sont tous les héritiers directs de ce bon vieil écran noir. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Cette puissance brute, cette capacité à prendre le contrôle total de la machine avec juste quelques mots, elle est toujours là. Elle est juste un peu cachée, en dessous de tout le reste. Alors la prochaine fois qu'on allume son ordinateur, la vraie question n'est pas de savoir si l'héritage de DOS est présent, mais plutôt de se demander où est-ce qu'il se cache exactement sur ma machine, et qu'est-ce qui se passerait si on prenait le temps de le redécouvrir.